Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cet épisode de l'entrevue, un format intimiste du groupe socialiste universitaire qui nous permet d'échanger, de converser avec des professeurs-chercheurs, mais également des politiciens ou des militants. Aujourd'hui, c'est le pôle communication du groupe socialiste universitaire qui est à l'honneur, car nous allons vous parler d'une histoire très particulière, celle du logo du Parti socialiste, la rose au poing. Pour cette histoire, nous allons être aidés par nos invités, bien évidemment, Evelyne Soum et Francis Sorin, mais également notre présentateur responsable du pôle communication, Gauthier Serra. Bonjour Gauthier. Bonsoir Amel, bonsoir Evelyne, bonsoir Francis. Bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. Déjà, je tiens à remercier le local du PS Paris 12e qui nous accueille ce soir pour cet épisode de l'entrevue. Alors, pour retracer cette histoire, nous avons invité deux personnes qui en connaissent tous les détails. Donc, Monsieur Francis Sorin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien militant du Parti socialiste durant les années 70 et 80. Absolument, vous avez oui. été membre de la commission de propagande. J'ai essayé d'animer cette commission. Voilà, une commission au cœur de la communication du Parti socialiste de l'époque. Oui. Madame Evelyne Soum. Sans madame, c'est mieux. Sans madame, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été membre de cette commission aussi et proche de Yann Berliet, donc fondateur du logo du Parti socialiste, avec son ami Marc Bonnet. Vous avez publié récemment un article sur le site de la Fondation Jean Jaurès sur l'histoire de la création de ce logo. Vous avez également écrit un livre sur cette belle histoire à la fois d'amour et d'engagement militant que vous avez vécu avec Yann Berliet. Ce livre est disponible pour tous nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter pour vous le procurer. Alors, d'après l'historien Christian Belporte, les années 70-80 sont une bascule dans la communication politique. On passe en effet d'un modèle de propagande, c'est-à-dire un modèle dans lequel le discours provient d'en haut pour arriver vers le bas, à un modèle de communication circulaire beaucoup plus moderne, dans lequel le discours politique, justement, tient compte de l'opinion. Le Parti socialiste, durant les années 70, a ce qu'on appelle une commission de propagande qui gère à la fois la communication interne et externe du parti. Cette commission est dirigée par Georges Sarr. Donc, monsieur Francis Sorin, pouvez-vous nous en dire un peu plus, vous qui avez été membre de cette commission, et dans quel contexte politique cet organe a-t-il été créé ? Vous parliez de la décennie 70-80. C'est vrai qu'il s'est passé des choses extrêmement importantes. Je vais aller assez vite, mais je mentionne tout de même la création de ce qu'on appelait à l'époque le nouveau Parti socialiste, disons du Parti socialiste, avec des organisations qui ont fusionné. La plus importante de ces organisations étant la SFIO. On se retrouve en 71 avec une gauche non communiste qui se regroupe et qui va former ce parti. C'était le congrès de l'unité des socialistes. Ça s'est tenu à Épinay en juin 1971. Le parti est créé à cette occasion et porte à sa tête François Mitterrand. C'est un événement important. Un des objectifs de ce parti, c'était essayer de construire une union positive avec le Parti communiste en vue d'une prise de pouvoir. Donc, les efforts ont été entrepris qui ont payé assez rapidement puisque il y a eu une entente en 1972, c'est-à-dire juste un an après la création du parti. Une entente sur un programme commun de gouvernement de la gauche. Une étape extrêmement importante. Le président Pompidou, qui avait été élu en 69 suite au départ du général de Gaulle, battu lors d'un référendum, le président Pompidou décède 2 ans avant le terme normal de son mandat de président, donc des élections présidentielles sont organisées, remportées par Valéry Giscard d'Estaing. Et d'autres élections présidentielles, 7 ans après, sont organisées, en 81, et c'est la victoire de François Mitterrand. Voilà, si vous voulez, très rapidement brosser le contexte. Peut-être que Evelyne Soum en dira un peu plus sur certains aspects. Enfin, il faut avoir ça dans l'esprit
pour aller un peu plus en détail sur le sujet que vous avez abordé, c'est-à-dire la communication, la propagande ou la communication du Parti socialiste, sachant que les commentaires de M. Delporte que vous avez cités me conviennent assez bien. Il faut voir ce qu'était la propagande, on l'appelait comme ça, peut-être qu'on aura un petit débat sur le mot, on l'appelait comme ça à l'époque, il faut voir ce qu'était la propagande, je dirais traditionnelle. C'était une propagande, c'était des militants qui faisaient cette propagande, ils la faisaient pour des militants. C'est comme si vous aviez tendu un miroir aux sympathisants et aux adhérents socialistes en leur disant « Regardez comme vous êtes grands, comme vous êtes beaux, comme vous êtes forts, comme vous êtes nombreux, regardez ça, eh bien il faut continuer, vous avez emmagasiné des succès, il faut continuer, etc. » Autrement dit, c'est une communication qui fonctionne un petit peu comme un entre-soi. Ça, c'est une des caractéristiques. Et d'ailleurs, j'ai apporté quelques éléments graphiques de toutes ces questions. Et vous voyez, par exemple, si vous prenez une représentation comme celle-là, vous voyez non pas les gens du public dont on cherche à améliorer la situation, mais des militants qui défilent, etc. Ça, c'est une des premières caractéristiques de la communication, je dirais, traditionnelle. Deuxième caractéristique qui est assez étonnante, c'est la violence du discours, disons sa radicalité. Il y a une lutte, c'est la lutte finale, on se bat et on chante l'international, bien sûr, et on ne ménage pas l'adversaire, on attaque l'adversaire. J'ai deux affiches là, assez extraordinaires là, sur ce thème. C'est l'affiche du coup de balai, donnant un grand coup de balai aux méchants capitalistes, exploiteurs, etc. Et celle-là qui est extraordinaire, c'est la SFIO. C'est bientôt qu'on va régler les comptes. C'est très belliqueux. Voilà. Alors ça, c'est une des caractéristiques de cette propagande à l'ancienne. Et j'en vois une troisième, c'est que je note la longueur et la pesanteur des discours très longs. C'est un peu normal. Vous venez devant le public pour proposer un changement total du système. Donc, à tout le moins, vous devez vous expliquer, dire pourquoi il faut changer, dire de quelle manière, selon quel rythme, etc. Vous devez vous expliquer, vous devez analyser. Donc, c'est long. Les tracts n'en finissent plus, les documents n'en finissent plus. Si un leader a le malheur de monter à une tribune dans un meeting pour faire un discours, il en a au moins pour 2 heures. Et Castro, il avait mis 6 heures une fois. Donc ça c'est quelque chose de caractéristique aussi. Et la commission propagande, vous en avez parlé, elle a été créée et elle a été dirigée par Georges Sarr, qui a été nommé secrétaire national du Parti socialiste à la propagande, et aux campagnes d'action et aux entreprises. Et Georges Sarr a voulu revivifier un peu les petits groupes qui s'occupaient de la propagande, de la communication du PS. Il m'a demandé d'animer un petit peu tout ça, de créer un peu cette commission, de prendre des contacts. Et je dirais qu'on a travaillé, je peux peut-être le dire en quelques mots, ou on réserve ça pour une autre de vos questions, c'est comme vous voulez. Bien, je trace un petit peu les orientations nouvelles qu'on a essayé avec cette commission de mettre en œuvre. D'abord, on a brisé un tabou. Il y avait un tabou qui consistait à écarter de l'élaboration des politiques de propagande communication du PS, à écarter les professionnels, les publicitaires et les professionnels de la communication. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, de toute évidence, une méfiance vis-à-vis de ces gens qui travaillent dans l'industrie, qui ne sont peut-être pas de purs militants. Alors moi, j'ai entendu à cette Voilà. émission, oh, mais quand même, la communication, ça fait droite comme effet. Oui, La voilà. communication, la publicité, c'était un truc de droite. C'était pas un truc de gauche. Et nous, moi et d'autres camarades, peut-être Evelyne,
on s'est aperçu que le meilleur moyen de faire une bonne campagne de communication, c'était de s'adresser à des spécialistes de la communication. Donc, j'ai essayé de... Enfin, et je pense qu'on a réussi à rompre avec ce tabou, ce qui fait que la commission propagande, elle a été constituée par une quinzaine de personnes qui étaient à peu près tous, évidemment des sympathisants ou des adhérents du PS, bien évidemment, mais à peu près tous, je crois, des professionnels de la communication, travaillant, n'hésitant pas à trouver des slogans pour des marques de lessive, parce que ce n'est pas déshonorer la profession que de se préoccuper de ces questions-là. Donc, je dirais qu'on s'est constitué à la commission propagande une sorte de petit réservoir de matière grise communicationnelle, si je puis dire. Et c'est donc cette commission qui a essayé de mettre en œuvre une politique de communication. Je ne vais pas la décrire, je dirais simplement une chose. Cette politique a essayé non plus de rester dans l'entre-soi et de s'adresser à des militants, de faire en sorte que des militants s'adressent à des militants, mais nous, c'était faire en sorte que les spécialistes de la commission propagande, que le Parti socialiste s'adresse au public, tout simplement. Et s'adresse au public de manière, comme par exemple... Changer la vie. Oui, changer la vie. Comme par exemple le sort des vieilles personnes qui avaient des retraites misérables. Oui. Voilà une vieille dame, on voit peut-être pas très bien là. 2 millions de personnes âgées vivent avec moins de 450 francs par mois. 450 francs, ça correspond à même pas 100 euros. Voilà, donc c'est une communication qui change du tout au tout par rapport à ce qu'elle était avant et qui essaye d'avoir une dimension d'une certaine humanité, quoi. Ben, on passe de la com interne à la com externe, hein, de toute façon, puisqu'on est en communication. C'est une communication qui est adressée à un public et l'entre-soi, effectivement, est terminé. Tu as raison, Francis. Et le slogan « Changer la vie » ne serait jamais sorti s'il n'y avait pas eu ce mouvement et cette dynamique d'aller vers l'autre. Le mot propagande est terrible, tu en parleras peut-être. Même à l'époque, si vous voulez, on parlait dans nos métiers, c'était bien de la communication qu'on faisait. Mais le fait que, moi, quand je suis rentrée pour la première fois, quand je vous ai tous rencontrés, et ça s'appelait Commission nationale à la propagande, le mot propagande était effrayant. Il apparaît austère maintenant, aujourd'hui, il est presque désuet. Oui, je peux vous dire qu'à l'époque, il l'était déjà. Moi, j'étais une toute jeune sympathisante, et quand je suis arrivée là-dedans, propagande, c'était... On a changé de nom quelques années après. Vous avez réussi, grâce à vos efforts, à faire accepter lors d'un congrès le fait que ça s'appelle communication. C'est vrai que même à l'époque, le terme de propagande, toi tu étais sensible à ça, à ces connotations un peu négatives. C'est vrai que le terme de propagande, ça faisait penser aux dictatures, le pays de l'Est qui nous enfournait dans le cerveau les dogmes du parti communiste ou nazi. Bon. Et donc, il fallait changer cette... Et du coup, de cette modernisation de la communication à la fois interne et externe du Parti socialiste, découle le duel Mitterrand-Giscard d'Estaing, qui a été le premier débat d'entre-deux tours à avoir été filmé et rediffusé en direct à la télévision. Absolument. Et est-ce que vous attendiez un succès tel en la matière, avec justement cette rediffusion en direct de ce débat, qui était une première et qui ne se faisait donc pas à l'époque, et aussi quel rôle le parti a-t-il pu jouer dans ce débat? Par rapport à votre question, le rôle du PS lors de l'élection présidentielle à laquelle se présentait François Mitterrand, le rôle du PS a été
de faire des études un peu élaborées sur les différents aspects de l'économie, du social, de l'international, etc. Préparer les dossiers. Mitterrand, conscient que la communication était primordiale, s'en est occupé. Enfin, il travaillait avec Claude Perdriel, nous consultait de temps en temps, parfois. Et ce qui s'est passé lors de cette élection, c'est, je dirais, c'est deux choses. Mitterrand était excellent, mais il y a eu un problème avec la grande affiche quasi officielle qu'il a sortie avec Claude Perdriel. Il y avait quelques réticences de la part de beaucoup de gens sur cette affiche. Hein? Alors, je montre cette affiche. Juste en parlant d'affiche, juste après, on va revenir sur celle de 81 avec la fameuse devise La Force Tranquille. Absolument, mais par Jacques Ségala. Donc, d'abord, expliquons cette affiche. Alors, on commence la campagne en 1974 avec les grandes affiches des principaux candidats. L'affiche de François Mitterrand, il n'a pas choisi le projet qu'on avait élaboré, nous, à la commission propagande. Il a choisi Bon, c'est mal coupé, là, pas bien photographié. Mais enfin, voilà. Alors, on s'aperçoit tout de suite de plusieurs choses. C'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de textes. Il y a une quinzaine de mots, ce qui est aberrant. Et le candidat apparaît en format timbre-poste, comme s'il était prisonnier sous cet énorme slogan. Par ailleurs, le slogan « La seule idée de la droite, garder le pouvoir, mon premier projet, vous le rendre », c'est vrai que c'est noble, que c'est bien, il fait preuve d'un grand sens de la démocratie, faire participer les citoyens, c'est bien, mais ça manque de peps, surtout quand on voit l'affiche de Giscard d'Estaing, avec ici le vrai président de tous les Français. Il n'y a pas le texte là, mais c'est une affiche qui a fait énormément de bruit, si je puis dire, parce qu'il est avec sa fille Jacinthe et que ça lui donne un côté humain, un côté sympathique. C'est pire que ça. Sur un plan technique, ceci est une affiche, ceci n'en est pas. Ouais. Ceci n'est pas une affiche. La règle de conception d'une affiche, qu'elle soit politique ou commerciale, est la même. Ce qui se passe au milieu, ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, il y a des règles. Ceci ne répond à aucune règle. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Francis, oui, par rapport à Claude Perdriel et ce qui s'est passé en 1974. François Mitterrand était conscient de l'importance de la communication médiatique. Il n'avait pas encore auprès de lui, effectivement, Jacques Séguéla. L'importance de la communication au sens plus publicitaire est quelque chose qui, à des limites, comme l'ensemble des gens du parti, il le tenait assez à distance. Et en finale, il a pris un homme de médias, c'est parce qu'il considérait que l'influence était faite à travers les médias. Et le média qui est la publicité en affichage, si vous voulez, qui est direct, c'est quelque chose dans lequel il n'a pas voulu rentrer. Il a compris plusieurs années après. Il a vu ça après. Ça, c'est typique de quelque chose qui est fait entre soi pour les médias. Ceci n'est pas une affiche, c'est une couverture de brochure. Je suis d'accord avec ton analyse. Quand on a vu cette affiche, à la commission propagande, on était un petit peu ennuyés. Alors, voilà donc une campagne présidentielle qui commence avec, pour Mitterrand, une affiche qui n'est pas terrible, et pour Valéry Giscard d'Estaing, une affiche qui, quoi qu'on puisse en penser, peut-être c'est de la démagogie ou autre, bon, mais tout de même, ça frappe les gens, ça frappe l'opinion. Il est avec sa jeune fille Jacinthe, là, comme ça. Bon. Pour terminer 1974, Giscard et Mitterrand sont donnés ric-rac par tous les sondages pour le deuxième tour. Vraiment,
on leur donne 50% chacun. C'est vraiment extrêmement serré, ce qui est une formidable performance pour Mitterrand. Parce qu'il venait de loin, le PS venait de loin. Il venait de Defferre qui avait fait 5%. 7% en 69. Voilà. Candidat de la Donc, Giscard et Mitterrand sont ric-rac dans les sondages. Ils font un face-à-face 3 jours avant, dont les spécialistes estiment que ça peut être déterminant, étant donné qu'ils sont ric-rac. Bon. Et lors de ce face-à-face, Mitterrand n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été transcendant. Giscard a été bon. Et surtout, il a sorti, disons, la phrase. Tu vois de quelle phrase je veux parler? Il a sorti une phrase qui a fait tilt, qui a été reprise partout. Est-ce que vous la connaissez, cette phrase? Vous vous en doutez ou non, vous n'avez pas vu ça? C'est la phrase qui tue. Oui. Mitterrand disait on va améliorer le sort des personnes âgées, améliorer le sort des ouvriers, les enfants ils ne partent pas, c'est souvent en vacances, il faut améliorer leur situation, etc. Bon. Et Giscard entendait tout ça et il a répondu Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ah, ça a fait tilt. Parce qu'on s'est aperçu qu'après tout, Giscard, c'était pas le dernier des salopards qui voulaient serrer la vis au prolétariat, mais que, bon, après tout, bon, ça méritait d'être considéré. Ça a été commenté, en tout cas, par les journalistes, par les médias et par tous les milieux politiques et le pays, comme un point fort marqué par Giscard. Et 3 jours après, ou 8 jours après, je ne sais plus, Giscard gagnait à 50,1. Et on se demande si ce n'est pas cette phrase qui l'a fait gagner, qui a fait basculer la présidentielle. Voilà, qui a fait basculer vers la majorité. C'est pas les affiches Giscard. Qui avaient beau être ce qu'elles étaient, c'est pas les affiches qui ont fait gagner l'un et perdre l'autre. Ouais. Mais c'est passé quelque chose. Mais on va revenir à votre affiche. Voilà, donc revenons peut-être brièvement sur la fiche de 81 qui oppose encore une fois Mitterrand et Giscard d'Estaing. Oui. Affiche qui a été conçue en partenariat avec Jacques Ségala, Oui. avec la fameuse devise la force tranquille. Voilà. Jacques Ségala qui, après, s'orientera davantage vers une communication avec les partis et les personnalités politiques de droite. Est-ce qu'on peut partir du postulat que cette affiche de 1981 fait rentrer la communication politique en tant que métier à part entière, que la communication politique devient vraiment quelque chose qui porte et qui a son importance dans un scrutin? C'était déjà le cas. C'était déjà le cas. On est d'accord. Jacques avait déjà commencé à faire des campagnes, et notamment le socialisme, une idée qui fait son chemin, qui est très On va en parler. était vraiment intéressante. En fait, c'était déjà le cas avant. Ce n'est pas 81 qui a été la naissance du métier de la communication pour les hommes politiques. Je prolonge sur 81. Ce qu'il faut voir, c'est que en 74, quand Mitterrand a perdu à 49,1 ou 0,2, peu importe, il y a eu dans le pays et dans l'électorat de gauche une énorme frustration. Et on a eu l'idée, on a eu le sentiment, et ensuite l'idée mise en œuvre, que cette frustration, que cette contrariété ressentie par la population, il fallait embrayer dessus et la transformer en une dynamique pour l'élection d'après. Je dirais donc, je ne sais pas si tu seras d'accord, que la campagne qu'on a aussitôt commencé après la défaite de Mitterrand sur le thème on a perdu cette fois-ci, mais la prochaine fois on va gagner parce que ceci, parce que cela, parce qu'on se préoccupe d'un tel et d'un tel, que cette post-campagne a posé les jalons de la future victoire de Mitterrand en 81. Un autre, oui, pardon.
Tu vois, il n'a pas attaqué, etc., comme on entend les choses aujourd'hui dans les élections. Ça a été plutôt le lancement en disant rendez-vous la prochaine fois. Il n'y a pas eu de polémique sur cette élection, etc. Ouais. Il y a eu instantanément un rebond positif là-dessus. Ouais. Et ça a payé. Ça, c'était une belle trouvaille, parce que la droite, l'argument essentiel de la droite à l'époque, c'était si vous élisez Mitterrand, vous allez avoir les chars soviétiques sur les Champs-Élysées dans les jours qui vont suivre. Ça va être épouvantablement... ça va être le désordre dans tout le pays, ça va être le chaos, etc. Et Mitterrand sort une affiche qui dit exactement le contraire et qui frappe. Qui frappe parce que ça donne le sentiment d'une paix, d'une sérénité. Ça rappelle, avec le petit clocher, la petite église, nos paysages bien français, l'enracinement bien français. Et donc cette affiche, comme vous le suggérez, elle a joué un rôle, à mon avis, important. Oui, je pense aussi. Mais elle venait dans une génération d'affiches Voilà. qui étaient professionnelles, Alors, qui racontaient une histoire. Très bien. Alors maintenant que nous avons expliqué le contexte de l'environnement politique de l'époque et des moyens de communication qui ont été mis en œuvre et voire novateurs, justement pour amener le Parti socialiste à la victoire tant attendue au présidentiel, je vous propose que l'on passe maintenant à l'histoire de la création du logo de la rose et du point avec Très bien. Amel. Oui, Evelyne Soum, rebonsoir. Vous avez, comme nous l'avons dit précédemment, consacré un livre magnifique à Yann Berrier, entremêlant de manière très admirative et romantique sa vie militante, amoureuse, mais aussi son parcours au sein du milieu audiovisuel. Dans la fin des années 60, début des années 70, vous êtes une jeune militante au sein du Parti socialiste. Vous rencontrez Yann Berrier, avec qui vous rentrez dans la commission de propagande. Durant ces années-là, vous êtes également témoin de la création de ce logo emblématique du Parti socialiste. Pouvez-vous nous décrire, à nous, et pas seulement à nous, aussi aux gens qui nous regardent, les motivations des principaux acteurs de cette réflexion et les étapes de la création de ce logo si emblématique? Merci Amel, et puis merci de nous donner l'occasion de raconter à vos générations une histoire qui est magnifique. Alors, en ce qui concerne le Point et la Rose, la création du Point et la Rose remonte à l'automne 1969. Moi, je n'ai pas rencontré Yann Berrier à la commission de propagande. En fait, c'est Yann Berrier que j'ai rencontré en 1971 qui m'a prise sous le bras et emmenée à la commission de propagande. Et donc, ce que je vous raconte, je le tiens de l'auteur, mais aussi de l'autre auteur, Marbonnel, dessinateur, et aussi de Paul Calandra, qui a joué un rôle important dans cette affaire. Alors, je vais juste resituer les choses. 69, c'est une année particulière. De Gaulle s'en va, ayant mis en jeu son mandat, si le référendum qu'il faisait sur la réforme du Sénat, de la régionalisation, etc., obtenait un nom, donc il s'en va. C'est le 29 avril. Et en fait, la vieille SFIO se réunit, pas à cette occasion, en l'occurrence, la chose est inattendue, mais se réunit pour un congrès à Alfortville, où il était prévu, la SFIO est très vieillissante, il était prévu une réforme et un changement important de la SFIO. En réalité, ce qu'ils ont fait à Alfortville en mai, c'est qu'ils ont désigné Gaston Defferre, plutôt centriste, comme leur candidat au présidentiel. Comme le dit Francis, le score a été lamentable, 5%. Et la gauche n'a pas été brillante. Le seul qui a obtenu un résultat mirifique, c'est le communiste. Ici les Moulineaux, juillet, suite et fin du fameux congrès de transformation de la SFIO. Congrès auquel François Mitterrand et ses institutions, il présidait le CIR, qui était la commission des Convention des institutions républicaines. Après avoir présidé la Fédération de la gauche démocrate
et socialiste. Enfin, François Mitterrand n'y est pas allé. Le désaccord était profond entre François Mitterrand, qui voulait déjà faire un programme de gouvernement avec les communistes, et je dirais SFIO, Savary, etc., toute la mouvance molettiste, je dirais, de l'époque, qui était pour un dialogue idéologique avec les communistes, et pas plus. François Mitterrand, qui a toujours vu relativement loin devant, voulait construire un vrai programme. Donc, pourquoi je parle des Issy-les-Moulineaux de juillet 69 ? C'est qu'en fait, à vieille SFIO, il y avait une bande de trentenaires, de jeunes loups marxistes, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, Pierre Guidoni, Didier Mochan et Alain Gomez, et qui avait créé un courant, un club. C'était les clubs politiques étaient progressistes à l'époque, alors que les partis eux-mêmes, la SFIO et le PSU, étaient très immobilistes, on va dire. Hein. Voilà. Et donc les jeunes loups du CRS, donc le Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste, hein, c'était le nom de ce club, s'emparent à ce moment-là, s'emparent de la Fédération de Paris. Donc, leurs idées étaient très progressistes. L'émotion, d'ailleurs, Chevènement avait très très peu de pourcentage de voix, mais l'influence était extrêmement forte. Et donc, la Fédération de Paris, tenue par cette aile gauche progressiste, moderne, et qui considérait que la communication, les images, c'était quelque chose d'important, dans un très vague débat interne en septembre, décide que ça serait bien d'avoir un emblème pour la Fédération de Paris. Le CRS ne cherchait absolument pas à créer un logo pour sa propre instance, mais on venait, si vous voulez, de la SFIE, donc la section française de l'Internationale socialiste, Ouvrière. 3 flèches qui n'étaient plus utilisées par tout le monde tellement c'était déjà désuet. Bref, l'équipe de Chevènement et l'ensemble de cette équipe dit ça serait peut-être bien qu'on ait un emblème, une image pour la Fédé de Paris, parce que franchement, l'emblème... Si tu veux montrer l'emblème, le logo de la SFIO. Alors, excuse-moi. Ça n'était plus la SFIO, puisque à l'issue de ces 2 congrès en 69, c'est devenu NPS, nouveau parti socialiste, dont le secrétaire général est devenu Alain Savary, qui est resté secrétaire général du NPS jusqu'au congrès d'Épinay en 71, où Mitterrand a pris le pouvoir. Et en fait, juste un mot pour dire ce que signifie ce logo. Tout le monde se demande. Un rond avec 3 flèches qui partent vers le bas et vers la gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ce logo ? Autant le point et la rose, on voit tout de suite. Là, on ne voit pas. Alors, les 3 flèches représentent les armes mises en œuvre par le prolétariat pour terrasser les nazis, les capitalistes et une autre engeance peu recommandable. Ça symbolise l'action des socialistes pour battre les... Donc vous voyez aussi que des flèches qui vont vers le bas et qui vont mettre à terre, vous voyez la positivité de l'image. En sémio, si vous voulez, on peut effectivement s'extasier devant la symbolique de cette affaire. Bref, l'image elle-même n'était plus utilisée. Il n'y a que l'acronyme dont ils avaient plus ou moins rectifié l'écriture, pour que ce soit pas... Enfin, celle-ci était à peu près contemporaine de l'époque. Bref, ça s'appelait plus SFIO, ça s'appelait pas grand-chose, à vrai dire. Ça s'appelait Parti Socialiste, mais ils y faisaient allusion sous le nom du NPS. Bref, la Fédé de Paris, parce qu'elle était en avance et parce qu'elle avait des gens qui en voulaient, décide qu'il faut se doter d'un emblème. Paul Calandra, qui travaillait avec Alain Gomez à l'époque chez Ron Poulenc, il était DRH chez Ron Poulenc, et comme il est secrétaire à la propagande, parce que la Fédé de Paris s'est dotée non pas d'une commission, mais d'un secrétaire donc fédéral, pas national, à la propagande, qui était Paul Calandra. Paul Calandra, n'étant pas un homme de communication lui-même, prend son pote Yann Berrier, qui était, comme lui, militant au CRS. Yann il était tendance CRS et il était à la Fédé de Paris.
et lui dit, dis donc, toi qui fais de l'audiovisuel, de la communication, du graphisme, tu connais pas un graphiste, on a décidé vaguement tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait nous chercher une image qui soit un peu, etc. Yann lui répond tout de suite, oui, j'ai quelqu'un, et Yann entreprend la difficile tâche de convaincre un de ses graphistes, qui d'ailleurs n'était plus salarié dans sa société, qui s'était mis en freelance, parce que la communication audiovisuelle, ça payait très très peu. C'était un jeune graphiste, plus jeune que Yann, et qui devait nourrir sa famille, et qui donc faisait beaucoup de dessins pour les Soyeux de Lyon, pour les Tissus du Nord aussi. Je vous rappelle, 69, c'est 2 ans après le Summer of Love à San Francisco. Hein. C'est les fleurs. C'est aussi des graphismes assez précis, qui d'ailleurs ont assez peu vieilli, qui sont là. En tout cas, le design dans la déco a déjà commencé, et commencé assez vivement. Bref. Et donc, Yann va voir Marc Bonnet. Enfin, Paul Calandra était le commanditaire sans l'ombre d'un centime pour payer quoi que ce soit. D'accord ? Yann Berrier, il était à la tête d'une petite entreprise de communication spécialisée dans la communication de groupe, l'audiovisuel, mais faisant lui-même photographe, graphiste, musicien, etc. Et Marc Bonnet était dessinateur, passé par l'école Estienne, passé par une école de graphisme à Zurich, bref, un dessinateur bon teint. Donc, Yann demande à Marc Bonnet, lui explique l'histoire et lui dit, bon ben voilà, écoute, voilà ce qu'on fait, c'est un parti. Il faut préciser que Marc Bonnet, ni militant, ni politisé, rien du tout. Rien à voir avec le Parti Socialiste. Rien à voir avec le Parti Socialiste, ni un homme de droite, ni un homme de gauche, mais rien à voir. Et puis, comme souvent les créatifs, plutôt à l'écart de ça et très, très méfiants. Donc commence bien évidemment à refuser en lui disant non, j'ai pas le temps, et puis je peux pas travailler comme ça, etc. Il lui file même des noms de ses copains qui pourraient le faire. Et Yann finit par insister et finit par lui dire, écoute, fais-le pour moi. Alors Marc Bonnet, à qui j'ai parlé il y a très peu de temps, m'a dit, de toute façon, je l'ai fait pour Yann Berrier, je ne l'ai pas fait pour les socialistes. Donc, voilà. Alors, comment ça a été reçu? Yann, tu connaissais Yann, Yann a beaucoup d'humour et de légèreté, ça l'a fait rigoler. Tout ce qu'il voulait, c'est que Bonnet lui fasse un dessin parce qu'il le considérait très doué et qu'il savait qu'il lui ferait un truc formidable. Alors, il faut savoir que quand Yann s'est adressé à Marc Bonnet, il s'est adressé à lui qui était très professionnel, il était tout jeune, mais il faisait vraiment un travail très pro, tout simplement parce que le CRS, la Fédé de Paris, voulait avoir une vraie communication statutaire, une vraie image statutaire, une image de grand parti qui compte, alors que le CRS, c'était une toute petite chose, mais qui effectivement avait une influence. Il faut bien comprendre qu'il voulait se doter d'une image à caractère professionnel, et c'est pour ça que Yann voulait que ce soit Marc, et c'est pour ça que Calandra l'a demandé à des professionnels. Voilà. Donc, en fait, il y a un briefing à table d'un bistrot à côté du bureau d'Yann. Calandra vient briefer. Yann opine, etc. Et puis Marc Bonnet, qui écoute vaguement, griffonne, essaye de retenir ce que l'autre lui dit. Alors, l'autre lui explique qu'il n'existe pas grand-chose, qu'on veut se démarquer évidemment de ce que c'était la SFIO, qu'on veut se démarquer des autres partis, qu'on est plus jeune, qu'on est plus moderne. Et surtout, et d'ailleurs c'est vraiment la seule chose que Marc ait retenue à plein, c'est que, tu comprends, il faut qu'on ait beaucoup plus de militants, puis surtout il faut qu'on ait des militantes, parce que les femmes, elles ne viennent pas du tout. Hein, et ça, je ne l'ai pas écrit dans le livre, et je le raconte à vos étudiants, parce que je trouve que c'est sympa. Et en fait, Marc Bonnet, de tout ce discours qui pour lui paraissait très fumeux, alors que Calandra et Yann étaient des gens assez précis, mais bon, Marc n'était pas là-dedans. Donc il a retenu 2 trucs. C'est que quand même, ces gens étaient en combat, venaient de gagner la Fédé de Paris, on voit que ce logo, la force de ce logo, ça a été
la porter au sein du militantisme socialiste de l'époque, ce qui a permis de porter ce logo en France, mais aussi en Europe, parce que vous dites dans l'article que vous avez publié pour la Fondation Jean Jaurès, vous dites que ce logo a inspiré les logos socialistes au Brésil, en Espagne, mais aussi aux États-Unis pour le logo des sociodémocrates. Partout. Comment vous expliquez cette diffusion aussi forte? Alors, Un logo moi, qui paraît moi, j'ai mon simple. explication, mais vas-y, donne. moi je dirais, les logos, il y en a qui ont la grâce de l'évidence et puis il y en a qui l'ont pas. Un logo, il faut bien comprendre que dans un format timbre-poste, vous êtes capable d'exprimer ou pas ce qui est dans l'âme et le cœur des gens, et ce qui est plus que dans l'air du temps, ce qui est dans l'esprit des gens. Hein. C'est pas l'esprit du temps, c'est l'esprit, c'est les envies. C'est un logo réussi, c'est une utopie qu'on a traduite. Et celui-là, au-delà évidemment sur un plan graphique, c'est un truc qui a été parfaitement équilibré, construit en règle graphique, il est parfait. Mais le mini-récit mythique que raconte cette image, qui est qu'en finale, la lutte, le combat, qu'il soit collectif ou individuel, que ça vaut la peine de se battre pour offrir la paix, l'amour, la passion, donc l'alliance, si vous voulez, du yin et du yang qui est là-dedans, de la force plus masculine et du rouge dans la rose, qui est plus féminine. Il y a une espèce de... Enfin, un historien que j'aime beaucoup, qui est Frédéric Seped, et qui écrit, lui, des choses justes sur l'histoire du point et la rose, dit que c'est un logo qui unit magnifiquement le signifié et le signifiant. Il y a quelque chose qui est instantané dans l'impact de cette image, qui fait que Marbonnet avait fait plusieurs essais. Yann l'a recentré sur 3, mais je peux vous dire qu'il y avait un bouquet d'œillets aussi. Et qu'il y avait aussi un espèce de machin totalement babacool, très très sympa, on aurait été ravis de l'avoir aujourd'hui, mais ce qui n'enlève rien au poids et la rose. Mais quand ils l'ont montré à Canindrin, il n'y a jamais eu de retouche sur le logo original, c'est bien la maquette et le dessin original de Marc, à part qu'il a juste ajusté la chromie, Yann a fait les docs d'exé, enfin a fait la partie technique, mais rien n'a été changé à part les changements successifs du Parti socialiste. Pourquoi ça rayonne comme ça? C'est parce qu'en final, ça permet à la fois de projeter un message commun que tout le monde capte à l'identique, mais que ça laisse une surface de liberté individuelle pour se raconter son propre mythe et sa propre histoire dessus. Et c'est très très rare d'avoir quelque chose dont le message signifié soit vraiment identique pour tout le monde de la part de l'émetteur, mais que le récepteur, ça lui laisse la liberté en finale, de se le réinventer dans sa tête et de se l'approprier. C'est une image d'une force extraordinaire. C'est pour ça qu'il a été choisi. Quel est votre... Pardon. Non, je dis simplement, dans le prolongement de ce que dit Evelyne, la caractéristique de ce logo, c'est qu'on le lit tout de suite. Il a tout de suite une signification. Et il a une signification que dans un deuxième temps, on peut décrypter. La rose, la fleur, c'est la générosité, c'est l'empathie, etc. Et tout ça, ça sera gagné par la fermeté, par une action de fermeté, symbolisée par le point. Donc, on le comprend on le lit tout de suite, et on le comprend tout de suite. Quel est votre regard sur ces déclinaisons? Parce qu'on a parlé des déclinaisons en Europe, mais il existe aussi des déclinaisons en France avec les jeunesses socialistes, nous-mêmes au GSU, le groupe socialiste universitaire. Quel est votre regard sur ces inspirations? Mon regard est à la fois très indulgent et pas du tout. J'ai un principe absolu, c'est qu'on ne fait pas mumuse avec un logo, surtout quand il est réussi. Alors, j'ai créé beaucoup de logos aussi pour des entreprises, et quand je rencontre les présidents des entreprises et qui me fait des gribouillis, je leur dis sans rire qu'on ne fait pas mumuse avec un logo. Le mouvement de la jeunesse socialiste a été le premier à s'emparer du logo original
adopté par la Fédération de Paris. Tout de suite après lui, il y a eu l'association des postiers socialistes qui était créée par Georges Sarr. Ils étaient, la jeunesse socialiste et les postiers socialistes étaient dans le même immeuble boulevard Magenta. Ceci explique aussi cela. Georges Sarr était le secrétaire de la Fédération de Paris, était CRS, secrétaire de la Fédération de Paris, grand ami personnel de Yann Berrier par ailleurs. Donc si vous voulez, le mouvement de la jeunesse socialiste a été premier à l'avoir et à en faire des papiers en tête qui ont été bricolés par un des collaborateurs de Yann Berrier. Le logo actuel du mouvement Les Jeunes Socialistes, ce qu'il a d'intéressant, au-delà du fait qu'il a été vraiment travaillé avec des qualités esthétiques, c'est que le point certes a été abandonné. Par contre, ils ont conservé intégral le graphisme d'origine de la rose, dont les nervures sont en réserve blanche. Ils ne s'en servent jamais en noir ou blanc, mais en réserve blanche. Et par contre, la façon dont ils ont travaillé, si vous voulez, puisqu'il n'y a plus de points, il n'y a plus de tiges, d'accord ? Mais l'image qui fait partir la rose monde, qui part en élévation au-dessus du mot « jeune », est un travail qu'un décodage sémiotique rend intéressant, si vous voulez. Il y a un travail graphique qui a été fait dessus, mais il y a un signifié sur l'histoire de la liberté et de la fidélité à la rose qui est plutôt bien fait. C'est une des évolutions que j'ai trouvées franchement les plus intéressantes. Ce qu'on peut rajouter sur ce logo, c'est que il s'est développé avec une rapidité et une ampleur extraordinaire, alors qu'il n'y a jamais eu de campagne de promotion de ce logo. Il faut bien voir ça. Il n'y a pas eu de lettre, de courrier, chers camarades espagnols, nous vous conseillons, suggérons de prendre notre beau logo, ou chers camarades chiliens, prenez notre logo. Il n'y a jamais eu ça. Il y a eu un engouement spontané, qu'on peut dire mondial. Moi, je n'hésiterai pas à dire mondial, pour ce logo, sans qu'il y ait une campagne de promotion pour le soutenir. Et d'ailleurs, François Mitterrand l'a accepté, en fait, c'est beaucoup dire. Après Épinay, les dirigeants du nouveau Parti socialiste, donc l'équipe, voulaient se doter d'un emblème. Ce qu'il y a, c'est que le point et la rose avait déjà été adopté par plusieurs fédés nationales. Pourquoi ? Parce que la Fédération de Paris s'en était servie pour les municipales de mars 71, et que, en finale, les gens qui venaient au congrès à Paris, les militants, etc., il y avait le nom de l'imprimeur sur l'affiche, et les fédérations appelaient directement l'imprimeur pour avoir l'original, enfin l'affiche du point et la rose. Donc en fait, quand ils ont songé, après Épinay, à faire leur propre image, en fait, ils se sont rendus compte quasi, et puis le mouvement de la jeunesse socialiste, c'est surtout le mouvement de la jeunesse socialiste qui s'en servait. C'est d'ailleurs pour ça que derrière François Mitterrand et Pierre Mauroy, sur une des photos connues de la fin du congrès d'Épinay, quand il parle à la presse après la fin du congrès, on voit l'image déjà du point et la rose derrière. En fait, c'est une affichette de la jeunesse socialiste qui est déjà là et qui a induit en confusion après, puisqu'il y a encore des erreurs sur le fait que au moment d'Alfortville, justement, de la fin de la SFIO, de l'arrivée du NPS, Nouveau Parti Socialiste, j'ai vu imprimer à plusieurs endroits qu'ils avaient aussi adopté le point et la rose. Impossible, le point et la rose n'existait pas. Donc, puisque le point et la rose a été créé fin 69. Une question peut-être un peu plus personnelle, Evelyne Soum. Comme nous l'avons vu, ce logo a maintenant plus de 50 ans. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé de sortir du silence en écrivant sur cette histoire tout récemment avec la publication sur le site de la Fondation Jean Jaurès ? Alors, il y a des raisons historiques, amicales et sentimentales. Voilà, les raisons historiques, elles sont que j'ai relevé à 2 ou 3 reprises, assez récemment,
des revendications, non pas du dessin, mais de l'idée. Enfin, j'ai entendu des politiques connus revendiquer un rôle dans la création de cet emblème. Et Didier Motschan, qui est décédé aujourd'hui, avec ce que les historiens appellent une vanité ingénue, en revendiquait même l'idée. C'est évidemment tout à fait faux. Enfin, Didier Motschan était un type formidable, donc le problème n'est pas ça, mais je dirais dans ce moment de doute identitaire des socialistes, oui. C'est peut-être là aussi où chacun retricote à sa manière une histoire, parce que, et la retricoter à sa manière aujourd'hui, c'est assumer le fait que précisément c'est déclarer que le point et la rose est une image mentale fabuleuse, qu'elle a un rôle et qu'elle a joué un rôle dans le conscient et l'inconscient collectif des socialistes de France, du monde entier et des non-socialistes. Oui. Voilà. Et donc, mais j'ai vraiment eu envie de rétablir la vérité parce que j'avais vu des choses qui les témoignent. Par ailleurs, on est dans le cinquantenaire, si vous voulez, là du congrès d'Épinay, le cinquantenaire de l'apparition du point et la rose, c'était mars 71, c'était, même s'il est apparu très furtivement en 70 par la Fédé de Paris, on est dans le cinquantenaire, donc je trouve qu'il y a une vraie raison historique de célébrer. Vous connaissez un logo qui a 50 ans? Moi pas. Ça ne dure pas 50 ans, les logos. Donc celui-là, il a quelque chose. La raison amicale aussi, c'est que on est camarades, amis, on est un groupe de gens et qui avons connu. Yann Berrier est parti il y a longtemps, il est mort en 77. Je veux dire, ça m'a paru très important en rétablissant la vérité sur le point de la rose, la vérité historique, et qui est drôle d'ailleurs, toute l'histoire du point de la rose est plutôt espiègle, amusante. Mais c'est important de rendre hommage aussi à Yann Berrier. Le point et la rose, c'est une fleur du bitume parisien. Elle a été créée par des hommes discrets. Elle a été portée entièrement par l'élan et la dynamique militante. Et ça s'est propagé de façon foudroyante, effectivement, dans le monde entier. C'est toujours utilisé par le Parti socialiste suisse, par la jeunesse socialiste suisse qui y tient beaucoup. Quand on a une chose aussi forte, et que pour moi c'est lié à un homme absolument formidable qu'on a tous connu, et à la fois pour lui, pour nos amis, pour ce que ça représente pour nous, et qui n'est pas du passé, il n'y a pas de nostalgie, je veux dire, je fais plutôt un feu de joie. Et j'aime pas qu'on fasse un bûcher de vanité sur des images qu'on n'a pas créées. Mais là, ça valait vraiment la peine, d'abord parce que j'ai réalisé aussi que dans les déviations et les dévoiements qu'il y a pu y avoir du point et la rose, je souhaite juste contribuer à dire, attention, les signes sont des messages. Quand vous touchez aux signes, vous changez le message. C'est le sens qui compte. La forme est au service du sens. Evelyne Soong, vous êtes aussi chevalière de la Légion d'honneur pour être à l'origine. C'est pas grave. Pour être à l'origine de la création du logo de l'État français, la fameuse Marianne avec liberté, égalité, fraternité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, sur comment cela s'est décidé et quelles étaient les contraintes? Alors, le service d'information du gouvernement, qui était à l'époque dirigé par Bernard Candia, et donc ça, c'était en 98. La France, curieusement, n'avait pas d'identifiant, n'avait pas de logo, n'avait pas d'emblème. Tous les ministères avaient chacun, bien entendu, leur emblème, mais il n'y en avait pas pour l'État français. Et Bernard Candiard, qui était passé par la direction de la communication au ministère des Finances, avait créé d'ailleurs le logo, l'identité du ministère des Finances. Et quand il est arrivé au SIG, il a décidé de lancer une consultation pour doter la France d'un identifiant. J'ai participé en compétition, c'est un appel d'offres, donc j'ai participé avec mon agence à cet appel d'offres. Nous avons été sélectionnés en shortlist avec mon équipe, et avec d'autres
agences donc, dans une liste restreinte qui a reçu un briefing. Et nous sommes la seule agence au niveau du premier retour sur ce briefing où on nous demandait une note d'intention. En fait, je suis la seule agence à ne pas avoir fait de création au niveau de la première étape. Oui. J'aurais très bien pu perdre cette compétition à cause de ça, mais j'ai fait une note d'intention qui était précise et une méthodologie très précise, en leur proposant de valider et de vérifier s'il y avait matière à créer un identifiant pour l'État français. Je veux dire, c'est l'argent citoyen, c'est quelque chose... vous savez, on travaille souvent dans nos métiers pour les ministères. Oui. Et donc, je suis toujours très, très réservée sur les demandes de choses qui n'existent pas ou sur la transformation de choses. Je suis intéressée par le pourquoi avant d'être intéressée par le quoi. Hein, c'est pour ça que les logos, c'est formidable. Des légères modifications ont eu lieu sur ce fameux logo, notamment le mot gouvernement qui a été mis Pas seulement gouvernement, ministère, etc. Ministère, exactement. C'est enfin... Pourquoi, comment expliquez-vous peut-être ces modifications? Ce sera la dernière question. Alors, il faut que vous sachiez qu'ils sont venus me voir. L'agence qui a été mandatée par le gouvernement est venue me voir pour me montrer le travail. Quand on crée un logo comme celui de l'État qui est là, bien évidemment, on cède tous ses droits. Donc, il ne peut y avoir qu'un droit poétique et moral à la création d'une œuvre comme celle qui est l'œuvre originale. Alors, ils sont venus me montrer plusieurs essais et j'ai appris de cette façon-là que les études, ils ont fait beaucoup d'études sur le logo, et j'ai appris qu'il y avait un attachement incroyable, une adhésion incroyable à l'image de Marianne, Oui. et que ça représentait vraiment le lien rêvé qu'on avait à l'État. Alors, le prétexte officiel, ça a été, pour faire les choses, ça a été de la réduction des formats par rapport à la communication mobile, aux newsletters sur le mobile, etc. L'autre raison qui est plus discutable, elle est celle que les Français ne comprennent pas grand-chose aux organisations, enfin un certain nombre de points dans l'organisation, c'est ce qu'ils ont dit quand ils l'ont sorti. En réalité, la raison, je pense, a été de marquer davantage l'empreinte gouvernementale plutôt que de seulement représenter en finale l'État français. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. J'ai fait des observations aux gens qui me l'ont montré. La raison, elle est claire, elle est vraiment de marquer davantage le gouvernement. Cela dit, ce que les gens retiennent, c'est la Marianne. Oui. Et ils n'ont pas, par contre, de changer la Marianne, ça c'est impossible à faire. Il y a une telle adhésion. Mais... C'est dans ton agence que ça a été conçu? Non, l'original. Oui. Pas la... Je te parle de l'original. Ah ben, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, nous l'avons. Est-ce que tu as eu des concours de graphistes extérieurs ou je sais pas? Alors, c'est bien dans mon agence et avec un graphiste qui travaillait tout le temps pour mon agence. C'est deux graphistes qu'on travaille dessus, un dans mon agence et un autre D'accord. Qui était moins graphiste et plus publicitaire, je dirais. Et en fait, ensuite, j'ai fait un appel à des artistes. Hein. L'image d'origine a été créée dans nos bécanes, dans nos machines. Et par contre, ensuite, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'ai fait appel à des artistes, 3 artistes, pour leur demander de la faire s'envoler, enfin d'interpréter avec leur sensibilité. Et c'est une femme qui s'appelle Isabelle Boré qui a fait cette image finale de Marianne. Alors, je ne vous dis pas les discussions avec le service d'information du gouvernement sur le nez de Marianne et surtout sur la chevelure derrière, donc nous avons dû batailler sur le léger désordre de la chevelure. Mais si vous voulez, le charme de cette image, en fait, l'adhésion à Marianne, à cette image, a été instantanée, foudroyante quand c'est sorti. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'on a appris, c'est que les gens, c'est ce que j'appelle la grâce de l'évidence, les gens pensaient que c'était déjà là. Voilà. Alors que la France n'avait jamais eu d'identifiant d'État. Voilà. Mais
le point et la rose, et vous, le logo du GSU, la rose seule. En fait, la question que j'ai envie de vous retourner sur votre propre logo, c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Pour être clair, pour faire le logo de l'État, pour faire le point et la rose, c'est ce qu'on a voulu dire, c'est le sens qui a guidé Oui. le graphisme. Ce qui ne signifie pas du tout que les graphistes ne soient pas capables de réfléchir. La plupart d'entre eux sont génialement intelligents, sensibles, etc. Mais il y a un moment donné où ce qu'on veut dire est très important. Donc, c'est une image graphique qui est jolie, qui est élégante, qui est une évocation indirecte et lointaine de la rose, puisque ce n'est pas le dessin de la rose au point, hein, ce n'est pas celui-là, c'est un graphisme différent. Il n'empêche qu'en faisant une évocation là-dessus, je cherche à comprendre le fait qu'en réduction, si vous voulez, le nombre de pétales qui ont été rajoutés, il faut que vous sachiez qu'à l'œil, ça frise un peu quand c'est un tout petit, hein, et que c'est une espèce de rose chou, pas ce format-là, elle est très lisible, hein. C'est un tout petit peu moins lisible en petit format. Et le petit incident qui est drôle, qui est au milieu, qui est au cœur de la rose, où il y a certainement une signification, pour moi, ça m'amène plutôt des questions de sémiotique, si vous voulez. C'est qu'est-ce qu'on met dedans, et je ne peux vous répondre, moi, que là-dessus. Moi, j'aime la création, j'aime les créatifs. Et donc, quand on m'interroge sur un logo, d'abord, je fais toujours un crédit d'avance à la création, mais je cherche à comprendre. Moi, mon métier, c'est la stratégie, c'est le sens. Voilà. Oui. Mais écoutez, merci Evelyne Soum, merci Francis Sorin, merci à toi. Merci à vous. D'avoir Merci. co-animé cette interview. Merci de nous avoir donné la parole. Merci de votre invitation. Merci vraiment de cette invitation. Faire vivre Yann Verrier, c'est pour ça que je fais tout ça. Écoutez, c'est un très bel hommage que vous lui avez rendu ce soir. J'espère que cette interview, cet épisode de l'entrevue vous plaira. Il est né d'un échange très enrichissant et très riche avec nos deux invités. Vous pouvez toujours, bien sûr, consulter l'article sur le site de la Fondation Jean Jaurès et nous contacter pour le livre sur Yann Verrier. Et je voudrais juste rajouter une chose, cet article sur le site de la Fondation Jean Jaurès a explosé les compteurs des publications de la Fondation Jean Jaurès. Ça a été incroyable. La Fondation l'a mis un matin sur son fil Twitter. L'explosion a été impressionnante. Il y a plus de 500 000 contacts distribués au total, entre les retweets, les tweets, Facebook, etc. Extraordinaire, et avec des mots de gens très très touchants, enfin, des idées, toutes générations confondues. Hein. Des gens retraités qui parlent de ce que ça veut dire pour eux, mais aussi une fille qui vient d'avoir 21 ans, qui anime les jeunesses socialistes de l'Aude, et qui trouve ça formidable. Voilà, c'est très émouvant. À un moment donné où d'autres m'ont dit, mais le point et la rose, ça n'intéresse personne. Non, des images d'une durabilité et d'une force pareille, bien entendu. Et on a la chance, les socialistes ont créé cette image, et somme toute, c'est aussi des socialistes qui ont créé l'identité de l'État français. Donc voilà, vive les idées de gauche. Merci. Et donc, si vous voulez suivre l'activité et l'actualité du groupe socialiste universitaire, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous vous retrouvons pour une prochaine interview et un prochain épisode de l'entrevue.